Chers téléspectateurs, c'est un grand plaisir de vous retrouver dans Les Belles Lettres, votre émission qui vous amène à chaque moment à la découverte de nos auteurs et de leurs écrits. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir sur notre plateau un nouvel auteur. Il s'appelle Achaïr Yaya. Il a écrit donc un roman qui vient de paraître en 2019 à la maison d'édition Makakos de Douala au Cameroun. Le titre, c'est Une couleur de plus dans un arc-en-ciel. Voilà. Bonjour et bienvenue. Merci. Voilà. Vous êtes né le 12 mars 1987 à Béché, au Tchad. Vous avez fait des études en économie à l'université Adam Barka d'Abéché et vous vous intéressez à ces activités-là. Vous avez une PME, petite et moyenne entreprise, en prestations informatiques. Et vous venez donc de faire paraître ce roman qui s'appelle Une couleur de plus dans un arc-en-ciel. Alors, Monsieur Achaïr Yaya, l'arc-en-ciel, pour moi, c'est ce phénomène météorologique qui se dessine dans le ciel, il forme une arc, il y a plusieurs couleurs et tout cela. Mais à la première de couverture, vous avez fait une sorte de caricature qui est là, un ciel parsemé de nuages, et l'arc-en-ciel qui est là au-dessus. Et puis nous avons trois personnages qui sont là, apparemment une femme avec deux enfants qui sont en train de porter une sorte de ruban couleur un peu cendre. On ne sait pas qu'est-ce que cela signifie. Est-ce que donc vous accordez quel sens symbolique à cette image de la couverture? D'abord, avant tout, je peux vous dire que l'arc-en-ciel, c'est un signe. C'est un signe qui nous donne une grande leçon de la vie. Surtout, c'est un signe d'inclusion, de cohésion. Moi et vous, on peut voir cela comme sous forme d'une couleur seulement qui est au nuage. Mais n'oublions pas aussi, l'Afrique du Sud, c'est des Africains comme nous. Après l'apartheid, les gens pensaient que c'est l'entretien, c'est la fin entre le blanc et le noir. Mais ce grand homme qui est Nelson Mandela a su unir l'Afrique du Sud par ces symboles-là. C'est la nation arc-en-ciel. Ok, j'ai donné le nom Une couleur de plus dans un arc-en-ciel. La couleur ici qui est sombre là signifie la souffrance de ces enfants. Ces enfants qui vivent, qui sont des victimes expiatoires et qui vivent dans le milieu marginal de la société. Et personne ne demande pourquoi ils ont regagné la rue et quelle souffrance ils endurent pour survivre au quotidien possible. Cette dame-là a pris leurs souffrances pour les coller à l'arc-en-ciel, pour qu'ils soient vus par tout le monde. C'est ça l'image. Et les deux enfants, eux-mêmes, ils étaient prêts à changer. C'est pourquoi ils aident à emporter leurs souffrances avec la dame-là vers l'arc-en-ciel. Elle cherche à les tirer vers le haut. Ok, alors la thématique générale du roman, c'est donc les enfants de la rue. Pourquoi avez-vous choisi un tel thème? Je peux parler de la déclaration de Genève qui dit l'humanité doit donner à l'enfant ce qu'elle a de meilleur. Et l'enfant, c'est une créature faible. Je n'ai rien de plus meilleur à offrir à ces enfants que ma plume. C'est pourquoi je l'ai dédié. Et c'est partant d'un constat. Une fois, il y avait un jeune homme qui est considéré comme un enfant de la rue. Moi, je n'aime pas utiliser ces termes, mais je l'ai écrit parce qu'on les considère comme ça, des enfants bandits, et ainsi de suite. Il veut se repentir. Il était venu me trouver. Il m'a dit qu'il en a marre de la vie de la rue. Et je l'ai pris, je l'ai réinséré dans la société. Il m'a raconté son histoire. Malheureusement, quelques temps plus tard, il a perdu l'âme. Oui, et c'est en sa mémoire que j'ai écrit ces documents-là. Comment avez-vous fait donc pour connaître de façon, je le dirais, parfaite le milieu des enfants de la rue, leur mode de vie, voire même leur vocabulaire? Comment avez-vous fait? Comme je viens de vous dire que le type qui s'est repenti et puis il a choisi de vivre, je l'ai réinséré, il m'a raconté sa vie. Mais je n'ai jamais mentionné un seul mot de ce qu'il m'a dit. J'ai utilisé seulement le code de langage des enfants de la rue, venant de son côté, mais l'histoire de sa vie propre, je n'ai même pas, par respect à sa mémoire. Donc il m'a décrit le terme, le langage, ainsi de suite, leur mode de vie en fait.
Ok. Alors, dans le récit, vous faites comprendre au lecteur que l'une des causes fondamentales de la fuite des enfants vers la rue est le rejet par les parents ou les proches et surtout la maltraitance. Est-ce que vous pensez que beaucoup d'enfants encore aujourd'hui sont victimes de cette pratique-là? Bien évidemment, oui. Bien évidemment, oui. Maintenant, même si vous baladez aux grandes artères dans les grandes artères de la ville, vous allez vous rendre compte qu'il y a des enfants qui pullulent partout. Certains sont considérés comme des enfants talibés et d'autres sont à côté du grand marché, tout ça. Ce sont des enfants qui veulent vraiment notre aide. Et s'ils se retrouvent là, c'est à cause de nous, à cause de nos mauvais agissements, nous les adultes. Parce qu'un enfant n'est pas né dans la rue. S'il s'y retrouve, c'est que c'est en grande partie, c'est nous qui sommes responsables, nous les aînés. Alors, dans le récit du personnage Django, vous l'avez appelé ainsi, il faisait le récit de sa vie, donc vous faites comprendre au lecteur que la vraie situation donc, des enfants de la rue, comment ils vivent, à quel genre de vie ils sont exposés, de danger et tout cela. Le message qui se dégage, c'est que ces enfants ne sont pas naturellement donc des enfants bandits, mais c'est l'instinct de survie qui les oblige à devenir des petits bandits. C'est bien cela? L'histoire de Django veut nous prouver qu'un enfant n'est pas... il regagne la rue, pas forcément qu'il était maltraité à la maison. C'est-à-dire pour dire que l'éducation entre les Africains et les Occidentaux, parce qu'il est un enfant adoptif, adopté par une juive française, finalement, l'opulence et la gâterie qui l'a poussé à regagner la rue. C'est-à-dire, pour lui, dans sa petite mentalité, il pense que la rue, c'est la liberté. Et puis, cette dame-là le prive de la liberté, tellement qu'elle tient à lui, elle le prive de certaines libertés. Pour dire que l'enfant, si on l'adopte, si une personne étrangère l'adopte, il y a des modes de vie que le parent adoptif sache comment traiter, comment manager l'enfant. Autrement, en chaque enfant donc, de la rue, on doit voir l'erreur de non-assistance des adultes et de toute la société. Oui, parce que s'il y a une assistance quelconque, ne serait-ce que d'un seul parent, d'un seul individu, d'un seul adulte, l'enfant ne se trouvera pas dans la rue. Il ne va pas regagner la rue. Donc, ici, c'est l'irresponsabilité de nous les adultes, qui fait que les enfants regagnent la rue. Okay. C'est pourquoi, à la fin de chaque récit, vous trouvez que toujours c'est la faute des aînés. Et je le dis haut et fort, parce que la rue n'a pas de maternité. L'association donc de Béatrice, cette femme que vous avez un peu fait de sa biographie, enfin, c'est elle-même qui est comme la manager de cette association-là. L'association donc envoie Moussa, un des autres personnages, se mêler aux enfants de la rue afin de les sensibiliser. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est le meilleur moyen ou alors c'est la meilleure méthode à utiliser si jamais on veut atteindre ces enfants? À mon entendement, oui, parce que c'est un enfant de leur âge. Quand il est infiltré, il a tenté d'appâter d'abord leur chef, et dans n'importe quelle société, même si c'est une société de hors la loi, elle a un chef. Et lorsqu'on demande au chef de venir, et puis si on tente seulement de convaincre le chef, les restes vont tomber comme un château de cartes. C'est comme ça. Bien. Dans le livre, dans le roman, donc, 4 morts sont survenus de suite d'accidents de la circulation. Je m'explique, il y a Benjamin qui est mort d'accident de circulation, le père de Falmata, mort d'accident, Béatrice même, mort d'accident, Suleiman aussi, mort d'accident. Quel est votre problème avec les accidents de la circulation? Même en venant, j'ai vu un accident. Ah. Et c'est un phénomène récurrent. Coïncidence? C'est pas une coïncidence, mais d'ailleurs c'est un vécu quotidien. Si vous circulez aux grandes artères, surtout si vous circulez en ville, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois, ou bien à la fin de la journée, au moins vous allez rencontrer un cas d'accident. Parce que le code de la route est un langage.
Et les gens n'arrivent pas à s'échanger, n'arrivent pas à comprendre ces langages-là. C'est pourquoi l'accident est omniprésent au Tchad. C'est donc par incivisme, Par puisque incivisme, si on ne comprend pas le code. par incivisme, et puis, c'est-à-dire chacun prend un véhicule et puis il conduit comme ça, sans toutefois aller dans des écoles de formation, auto-école, communément appelées auto-école, on ne parle même pas, là-bas pour apprendre à conduire. C'est l'anarchie en un seul mot, excusez-moi pour le terme, mais c'est ça. Pourquoi est-ce que vous avez fait donc mourir la bienfaitrice Béatrice? Est-ce que sa mort a une signification un peu dans le roman? Effectivement, là, elle est morte parce que au Tchad, sincèrement dit, au Tchad, on n'a pas un cimetière des athées. Elle est athée, c'est un message pour dire que cette femme qui est comparée à Mère Teresa qui était béatifiée par l'Église catholique, Oui. et elle est athée, même pour l'enterrer, c'est un problème. Pour dire que l'humanisme dépasse les frontières des religions, des croyances, de tout ça. Et par ça, je vais faire un appel à l'État et à ceux qui sont athées même de réclamer un cimetière. Parce que ni moi, ni vous, personne ne peut m'indiquer avec exactitude le cimetière des athées. Et là, c'est important. Les grandes valeurs, ce ne sont pas des valeurs qu'on les considère comme des us et coutumes. Les grandes valeurs sont les valeurs de la dignité humaine. Après tout, c'est des humains. Et le personnage de Georges, que représente-t-il? Ce Georges, il est là, il vient, il décante les situations, il s'en va et il revient comme ça. Le personnage de Georges, pour dire que ici, on a un problème. C'est-à-dire, quand on tente de faire un bien, derrière ça, il y a quelque chose. Mais les Occidentaux, quand ils font des biens, derrière ça, il n'y a pas de... Même s'il y a... Parce que si vous continuez à lire, vous allez vous rendre compte, il a dit il n'a rien à voir avec ça, parce que ces business dépassent la culture économique de notre pays, parce que lui, il parle des bourses, et les bourses ne sont pas une culture économique locale de notre pays. Donc, pour dire, il a double casquette. Et envoyer un message aussi aux Tchadiens, aux autres Africains. Si vous voulez vraiment faire des actes charitables, faites-les en toute modestie, sans attendre en retour quelque chose. C'est ça le message. Ok. Bien, de manière donc résumée, le roman peut se lire comme un plaidoyer en faveur des enfants de la rue. Quelles sont vos suggestions et à qui s'adresse-t-elle? Je parle ici des droits de l'enfant. Et ici, le premier responsable, c'est le parent. Et au-delà des parents, il y a l'État. Parce qu'on dit que les droits de l'enfant sont des droits économiques, sociaux et culturels. Tels que avoir le droit à l'éducation, le droit de jouir d'un meilleur état de santé, qui est un devoir pour le parent et surtout pour l'État. Surtout le droit d'avoir un niveau de vie décent. Et tout ça manque. Donc l'appel, c'est aux aînés, à l'État et à... Vous avez aussi touché d'autres sous-thèmes, hein, le mariage forcé, comment on appelle l'école coranique, où les enfants sont parfois maltraités et puis ça les pousse quelquefois à fuir. Oui, dans ces documents, nous avons soulevé des grandes thématiques auxquelles il faut apporter des solutions. Nous avons parlé de la jalousie, la haine, le mariage précoce, les us et coutumes, la scolarisation des filles, le partage des biens après le décès. Oui, oui, j'arrive. Le partage des biens après le décès du père des familles, la scolarisation des jeunes, la jalousie, la haine, le rejet de l'autre, l'alcool, la prostitution, et j'en passe. C'est-à-dire, nous avons des idées préconçues. Cette dame, elle a quitté son confort pour venir vraiment appuyer ses enfants. Et finalement, on la considère, c'est comme si elle fait partie d'un cercle un peu restreint, communément appelé ici Rose-Croix, que je n'ai pas tenté de le dire, je l'ai dit Rouge-Croix, parce que c'est un cercle ésotérique. Et personne, tout le monde parle de ça, mais personne ne peut le toucher avec... personne ne peut l'indexer avec exactitude. Quand on dit ésotérique, c'est quelque chose qui n'est pas
donner au grand nombre. Et comment le reste du monde peut savoir que voilà, il y a un secte, il y a un cercle, et ainsi de suite. Je ne suis pas là pour défendre n'importe quoi, et je ne suis pas là pour discréditer n'importe qui, mais c'est un message pour dire qu'il ne faut pas tenir compte seulement de ce que les gens disent. Les médisances, là, il faut vraiment le mettre de côté. Tout le monde n'a pas la même pensée, n'a pas la même volonté, n'a pas la même vision des choses. Et comme vous avez dit, actuellement, les enfants ils pullulent hein, dans la rue, dans les marchés, les coins et tout cela. Comment faire alors? Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement pour eux? Bon, la plupart d'entre eux sont considérés comme des enfants talibés. Des enfants talibés, ici appelés muhajirin. D'ailleurs, la jurisprudence islamique est claire dans tout ça. La mendicité n'est pas permise, n'est pas autorisée. Et les gens se rangent derrière certaines interprétations erronées pour dire que la mendicité est permise. Personne ne peut me prouver par A plus B qu'en islam, la mendicité est permise. C'est une façon de se débarrasser de l'enfant. Tel que le cas d'Ahmad, à l'âge de 5 ans, il est envoyé chez un marabout. Le marabout n'est pas un ange. Il a quel moyen pour le prendre en charge, le nourrir, le vêtir, le soigner, l'éduquer? Ce n'est pas évident. Donc, son père a rejeté cet enfant-là. C'est une façon de se débarrasser de lui. Et le maître marabout, à son tour, il profite de cet enfant-là. On lui a fixé un montant qu'il doit ramener chaque jour. Et c'est là contre vents et marées. Donc, il a pris à voler. Finalement, le maître tente de les choyer, de les câliner, de les cajoler. Finalement, il a compris que, bon, voilà, si je tente de voler de l'argent, je suis traité de cette façon. Et il lui manque ce qu'on appelle la chaleur. Finalement, quand il a regagné la rue, c'est comme si c'est une suite logique seulement. Depuis qu'il était talibé, il était un enfant bandit, il sait comment il vole, cela. Donc, à partir de là, je vais lancer un appel à ceux qui pensent que la mendicité est une bonne chose, aux parents qui envoient leurs enfants. Il y a des écoles coraniques, telles que le Khalwa. Là, vous envoyez votre fils, moyennant quelque chose, il est logé, nourri et éduqué. Il y a des écoles comme ça. Les gens ne veulent pas se conformer. Wow. Donc, l'État doit vraiment mettre des sérieux et atteindre les parents de ces enfants-là. Et les atteindre, les punir. S'il y a des lois, s'il n'y a pas de loi, l'Assemblée doit voter une loi pour cela et ils seront punis. Comme ça, ces enfants seront éduqués dans de bonnes conditions. De cette façon, ils sont des bombes à retardement. et en lisant aussi, on a comme l'impression que vous suggérez peut-être qu'on crée peut-être ou alors des ONG qui puissent s'occuper des enfants de la rue comme celle de Béatrice. Bon, c'est la meilleure suggestion. Parce que les enfants qui se trouvent maintenant dans la rue, certains ne connaissent même pas leurs origines. Certains d'entre eux. Parce que tellement qu'ils sont abandonnés très tôt, ils ne savent même pas où aller. Donc, pour les contenir, il faut créer des centres de réinsertion. Dans les centres de réinsertion, on les éduque, on les apprend à des apprentissages tels que les formations manuelles là, et finalement, ils deviendront un plus, une valeur ajoutée pour la société. Oui, au lieu d'être un danger. Monsieur Achaïr Yaya, l'ouvrage se termine par une postface dont l'auteur a requis l'anonymat, voilà, où il raconte l'histoire d'une serviette perdue et retrouvée avec des manuscrits. De quoi s'agit-il? Bon, l'histoire de cet ouvrage remonte très loin parce que j'avais fini ces documents en 2015. En 2015, j'étais au niveau du ministère que je pensais entre-temps être le ministère concerné. Quand j'étais là-bas, plus précisément le ministère de l'Action sociale, entre-temps appelé ministère de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale. J'ai soumis ces documents-là, ils étaient appréciés par la ministre en question. Finalement, elle a orienté vers son conseiller. Et le conseiller m'a dit qu'il va m'apporter des appuis techniques. L'appui technique a été renvoyé au calan grec. Oh là là.
Finalement, j'avais seulement le manuscrit. Et le manuscrit aussi, je l'ai perdu. Et monsieur, bon, quelqu'un qui a travaillé dans l'international, il m'a aussi coaché. Vraiment, je profite de votre micro pour lui rendre cet hommage-là. Il aime vivre dans l'anonymat, c'est quelqu'un de modeste. Il m'a remis mon document. On a échangé, finalement, je lui ai dit, bon, en guise de récompense, vous pouvez faire le postface ou bien le préface. Il a dit non, même le préface, je ne vais pas le faire, mais je vais faire le postface seulement et dans l'anonymat. Et comme, bon, sur le plan littéraire, je ne sais pas, on ne peut pas faire une préface dans l'anonymat autant pour moi. Oui, oui. Donc c'est pourquoi c'est considéré au postface. Tellement modeste. Ce document-là est disponible à la librairie La Source, aux pâtisseries Pain Doré, et puis à l'alimentation générale communément appelée AG. Et le prix? Le prix, c'est 6 000 francs. Monsieur Achar Yaya, nous sommes presque à la fin de notre entretien. Nous allons vous demander de nous proposer la lecture d'un court extrait, n'importe où vous voulez, juste un paragraphe. Pour avoir reçu une éducation scolaire de bas niveau, Django s'exprime en langue véhiculaire. À l'exemple du lingala congolais, de l'arabe tchadien, du wolof sénégalais, du fond béninois, etc. Si après la fidèle traduction dans la langue des Molières. Nous vous adressons nos sincères remerciements par votre présence massive. Ceci étant, au nom de mes amis, je dirais mes frères et sœurs et moi, issus de cette première promotion, baptisée Espoir Permis, restons convaincus que votre présence témoigne de vos encouragements, de l'intérêt que vous portez à la chose éducative en faveur des enfants. Aussi tirons la sonnette d'alarme d'une manière solennelle, surtout à l'endroit des parents, de veiller sur l'éducation de leur progéniture. Nous tentons à rappeler aux parents de tout faire pour le bien-être de leurs enfants, et ceci par une bonne éducation. La bonne éducation n'est pas le synonyme d'une école prestigieuse, mais d'école tout court. La bonne éducation n'est pas synonyme de brimade, mais d'écoute de temps en temps de l'enfant. La bonne éducation ne veut pas dire rejeter l'enfant, mais l'entourer d'affection. La bonne éducation ne demande pas d'abandonner votre apport dans le résultat scolaire, mais d'orienter ses enfants vers des apprentissages professionnels manuels. La bonne éducation ne consiste pas à mettre la fille dans la rue pour un retour sur investissement, mais encore la livrer au loup par un mariage précoce, mais lui donner aussi la chance d'aller à l'école. Bref, l'enfant attend tout de vous. En retour, il sera à l'image de vos comportements, de vos agissements, c'est-à-dire bon, mauvais, heureux, malheureux, gentil, méchant, respecté, impoli, courageux, paresseux, optimiste, pessimiste, cancre, intelligent, productif, improductif, etc. Les bons exemples ne peuvent venir que de soi-même. Personnellement, je n'ai pas connu mon père ni ma mère, encore moins une partie de mes origines. Je vivais chez ma grand-mère quand cette dernière a rendu l'âme. Brusquement, l'enfer s'est ouvert à moi. Je me suis retrouvé dans la rue, les brimades, les souffrances endurées, les misères, je dirais presque la déshumanisation, mais sont devenues un lot quotidien. Et dans cette jungle où la loi du plus fort est toujours la meilleure, il fallait survivre. Vous imaginez en ces moments votre progéniture, votre propre progéniture adolescente de surcroît dans cette situation. Je vous épargne des autres souffrances et de leurs conséquences, sinon le lac Tchad ne saurait contenir vos larmes. Ainsi, aussi, mon cas n'est que la face visible de l'iceberg. Qu'en est-il des autres faces cachées et subies d'autres enfants en ces moments? Un grand discours d'un enfant de la rue. Voilà, monsieur l'auteur, merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions. C'est à moi de vous remercier. Voilà. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro d'aujourd'hui. Je rappelle que nous avions reçu monsieur Achar Yaya. Nous avons parlé de son roman qui vient de paraître en 2019 à Makakos, Douala au Cameroun, intitulé « Une couleur de plus dans un arc-en-ciel ». Merci à vous de nous avoir suivis. Continuez à regarder le programme de Télé Tchad. Au revoir.